Yo les bros, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi les ETF sont certainement un des meilleurs investissements long terme que tu puisses faire. Dans cette vidéo, on parle de tout, des performances, des frais de gestion, la diversification, enfin, jingle. Si t'es un petit peu énervé et que t'as besoin de te défouler, tu peux mettre 2-3 claques au pouce histoire qu'ils deviennent bleus, ça me ferait plaisir. Et puis tu peux t'abonner à cette chaîne si jamais tu le souhaites. Allez, on attaque. Donc un ETF, c'est quoi? Donc déjà ETF, c'est un produit financier. ETF, ça veut dire Exchange Trading Fund. Donc si on regarde la définition un petit peu qu'on trouve sur internet, on a donc un ETF ou fonds négocié en bourse, FNB en français, aussi appelé tracker, tu peux le retrouver sous cette dénomination, est un fonds de placement en valeur mobilière dont les parts peuvent être négociées en bourse comme des actions. Concrètement, voilà ce que c'est, mais ça t'en dit pas plus, parce que toi, si tu connais rien, je t'ai pas plus avancé. Donc globalement, comme je le disais, un ETF, c'est un produit financier, et ça va permettre de répliquer donc le cours d'un indice, ou tout simplement le cours du pétrole, ou de l'or, ou des valeurs technologiques. Enfin bref, tu l'as compris, un ETF, ça va servir à répliquer quelque chose. L'exemple dans cette vidéo, c'est qu'on va se servir de la réplication d'indices, mais qui dit ETF dit qu'on n'a pas le choix, il va falloir qu'on parle de John Bogle. Alors John Bogle, c'est qui? John Bogle, c'est un Américain qui a fondé en 1974 The Vanguard Group. Donc The Vanguard Group qui est une société d'investissement, et pas des moindres, puisque celle-ci est placée juste derrière BlackRock en termes d'actifs financiers, puisqu'elle gère donc 7000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. C'est immense, c'est vraiment stratosphérique, on est sur plus de 2,5 fois le PIB de la France, pas une petite société. Et John Bogle, dans les années 75-80, il s'est vite rendu compte qu'une des meilleures façons d'aider ses investisseurs, c'était de réduire les frais. Et il a mis en place, donc c'est le père fondateur, c'est le premier qui a décidé de créer ce qu'on appelle le fonds indiciel. Donc voilà un petit peu qui est John Bogle, donc c'est pas n'importe qui. D'ailleurs, Warren Buffett l'a personnellement remercié lors de son meeting annualisé de sa société en 2019, en disant de lui que John Bogle est l'homme qui a le plus œuvré pour défendre les intérêts des investisseurs particuliers. Rien que ça. Donc voilà un petit peu qui c'est John Bogle. Globalement, c'est celui qui a créé les ETF, en tout cas qui a l'initiative du fonds indiciel. Et maintenant, on va voir en deuxième point quels sont les différents types d'ETF, parce que oui, il existe différents types d'ETF. Tu as des ETF à réplication synthétique et des ETF à réplication physique. Alors, pour faire simple, l'ETF à réplication synthétique, c'est globalement la société émettrice de l'ETF va proposer un ETF. Donc si on prend l'exemple du S&P 500, à l'intérieur de cet ETF, tu auras une proportion des entreprises qui constituent l'ETF, et ce seront de réelles actions qui sont achetées sur le marché. Contrairement à un ETF synthétique, dit synthétique, qui lui va simplement répliquer la chose, mais tu n'auras pas physiquement les actions. Alors, l'avantage d'un ETF synthétique, c'est que celui-ci permet des effets de levier. Effets de levier qui peuvent être dangereux, évidemment, mais qui peuvent aussi te faire gagner beaucoup d'argent. Donc quand tu commences à manipuler des leviers, il faut bien que tu saches ce que tu fais, parce que autant un effet de levier, ça peut vraiment t'accélérer dans ton ascension, autant c'est comme se prendre le levier et se frapper sur la tête, ça fait beaucoup plus mal. Si tu tapes une baisse et que tu as un effet de levier x2, si le marché, ou en tout cas l'indice sur lequel est corrélé l'ETF, fait moins 10%, tu feras moins 20%. Donc il faut le savoir, de toute façon les leviers, ça marche comme ça. Moi, à titre personnel, je n'utilise pas de levier. Donc voilà un petit peu pour la partie des types d'ETF, à savoir que sur chaque ETF, à chaque fois que tu vas devoir choisir un ETF ou que tu vas vouloir sélectionner un ETF, tu auras très souvent une feuille accompagnée sous forme de PDF, où tu auras la composition des ETF. Et c'est pareil, il y a des ETF avec, par exemple, pour un ETF à réplication physique, tu vas avoir les dividendes qui vont être soit réinvestis dans l'ETF tous les ans, soit qui seront directement reversés sous forme de coupons comme un dividende classique. Je ne te cache pas que pour un investissement long terme, c'est quand même beaucoup plus sage d'avoir un ETF avec les dividendes réinvestis. Ça booste ta performance tout simplement. Sachant que, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, là on est plus axé sur un investissement long terme, donc de réinvestir les dividendes, c'est mieux.
Donc ça, c'est une chose à savoir. Alors en troisième point, on va parler d'un des gros avantages des ETF, c'est les frais de gestion. Donc quand tu te retrouvais à l'époque et même aujourd'hui avec des frais de gestion de 1%, 2%, 3% comme à l'époque, et ben avec des ETF, tu tombes facilement à 0,5%, voire moins, des fois 0,2% de frais de gestion annualisés. Alors c'est vraiment pas beaucoup. Et encore une fois, ben, tu peux dire merci à ce cher monsieur Bogle qui d'ailleurs nous a quittés en 2019 parce que c'est lui qui a bien compris un truc, c'est que quand par exemple le marché américain faisait du 10% annualisé et que tu as conscience de l'importance de gratter des pourcentages et des performances, et ben John Bogle s'est dit je vais essayer de réduire les performances qui à l'époque étaient de 2-3% à moins de 1%. Et ça fera comme si on faisait gagner 2% de performance à nos clients. Alors que finalement, le cours, en tout cas de l'indice, si le TF choisi suivait l'indice, eh ben, l'indice lui-même en fait ne performait pas mieux. C'est simplement qu'on réduisait grandement les frais de gestion. Et du coup, on augmentait sa performance. Et pour la petite anecdote, je vais te montrer un calcul ici. Si tu prends par exemple 10 000 euros à 9% annualisé sur 50 ans, tu as un certain résultat. Par contre, si jamais tu décides de changer uniquement la variable du rendement annuel et que tu le passes à 10%, donc ça fait simplement 1% de plus, et ben tu peux voir que quasiment on est sur un multiple de 2. C'est pour ça que les pourcentages sont vraiment très très importants et qu'il faut rien négliger sur un investissement long terme. Donc encore une fois, l'ETF pour ça, c'est top. Donc quatrième point, donc si on parle des performances, donc eh ben tu l'as compris, les performances vont différer suivant que tu prennes un ETF du CAC 40, du S&P 500, un ETF du pétrole, un ETF sur l'or, des techs, enfin bref, les ETF ne sont pas tous équivalents en termes de performance. Moi, à titre personnel, j'aime bien l'ETF du S&P 500 parce que le marché américain, c'est un marché qui est un petit peu le chef d'orchestre, je dirais. Si tu fais quelques recherches, tu t'apercevras que le calcul de l'indice du S&P 500 n'est pas le même, en tout cas n'est pas calculé de la même façon que les autres indices. Je ne sais pas si ça explique le fait que celui-ci monte, en tout cas que la tendance haussière est plus frappante que sur les autres indices. Quoi qu'il en soit, voilà, moi je m'attarde plutôt sur cet indice, je l'aime bien, puis de toute façon n'importe quel investisseur te dira que le S&P 500 c'est quand même l'indice de référence. Ce qui va se passer dans le futur, en tout cas ce qui s'est passé dans le passé ne présage pas forcément ce qui va se passer dans le futur, mais j'ai tendance à croire que, sauf gros événements majeurs comme une guerre nucléaire ou vraiment une crise, je sais pas, d'intelligence artificielle ou je ne sais pas ce qui peut arriver, mais j'ai assez confiance en tout cas pour ma part en marché américain. Et juste à regarder les sociétés telles que Tesla, Google, Amazon, Apple, franchement c'est des monstres. On a toujours tendance à se dire que qu'ils peuvent pas être plus hauts, mais bon, jusqu'à aujourd'hui ça a toujours monté. Et je suis sûr que dans le futur il y aura des sociétés dont on n'imagine même pas aujourd'hui qui vont rentrer parmi ces gros, qui vont encore permettre à l'indice de performer dans le futur. En tout cas, ça c'est mon avis personnel. Donc c'est pour ça que j'applique la méthode du DCA sur le S&P 500. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Alors en sixième point, je voudrais aussi aborder que l'ego et l'humilité vont faire partie un petit peu de ce point, dans le sens où si tous les grands investisseurs de ce monde, que ce soit Warren Buffett, que ce soit John Bogle et tant d'autres, conseillent aux investisseurs non initiés et même initiés par ailleurs d'investir dans des ETF, je pense que c'est pas pour rien. Si on regarde le tableau que je vais te mettre ici, on peut voir que, donc ça c'est un tableau qui va analyser les portefeuilles boursiers sur des durées, donc 1 an, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et tu peux voir sur la ligne des 20 ans que 94% des portefeuilles institutionnels comme particuliers font moins bien qu'en tout cas que l'indice du S&P 500. Franchement, je ne sais pas comment t'expliquer ça plus clairement. Voilà, hein, je veux dire, si on prend l'ensemble des portefeuilles boursiers, tu as plus de 90% des gens, en tout cas des portefeuilles, qui vont faire moins bien que l'indice du S&P 500, qui est l'indice de référence américain. Moi, en tout cas, quand je vois ça, pour moi c'est clair. Je veux dire, je m'estime pas être un super génie de la bourse. Jérémy Sensei fait du DCA sur un ETF S&P 500. C'est parfait. Surtout que je cherchais un fil rouge en parallèle de l'immobilier qui me prenne pas trop de temps. J'ai pas besoin de faire systématiquement des recherches toute l'année pour pouvoir performer. Et du coup, je me suis tourné naturellement vers cet ETF là. Après, je sais pas ce que tu en penses. Je pense que c'est aussi une part d'ego, de croyance. Faut être assez. Enfin, je pense qu'il y a de l'humilité à avoir.
Quand tu as des statistiques qui te montrent que quasiment 95% des portefeuilles performent moins que le S&P 500, je dis pas que toi tu vas moins bien performer. Certainement que dans ceux qui regardent cette vidéo, il y en aura qui auront le génie pour pouvoir sortir des portefeuilles qui justement vont faire mieux. Mais moi je m'estime pas assez bon et j'ai pas forcément le temps pour l'instant de faire mes recherches. Donc j'utilise tout simplement un ETF du S&P 500. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit, mais en tout cas, ça montre bien une chose, ça montre bien que c'est très 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 dur de battre le marché. Et même Warren Buffett n'arrive pas à battre le marché à 100% du temps. Il le fait en grande majorité du temps, mais c'est pas 100% du temps. C'est pour dire un peu la difficulté du truc. Et d'ailleurs, la petite anecdote, j'ai vu il y a quelques temps une vidéo. C'était une journaliste qui interviewait Warren Buffett et qui lui demandait simplement quelle est pour vous la meilleure méthode, en tout cas la meilleure manière d'investir pour un débutant. Et question à laquelle Warren Buffett a répondu: moi ce que je vous conseille c'est de prendre un ETF du S&P 500 et de faire un investissement long terme sur au moins 30 ans en investissant tous les mois ce que vous pouvez et vous aurez des performances qui seront bonnes. Donc la journaliste elle regarde Warren Buffett et elle lui dit mais monsieur, si c'était si simple, votre méthode a l'air vraiment simple, pourquoi personne le fait? Et là il a une réponse magistrale, il a dit: parce qu'à l'heure d'aujourd'hui personne n'a envie de s'enrichir lentement. C'est tellement vrai, il y a juste à voir un petit peu le carnage que peuvent faire les Ponzi. Je te renvoie sur une de mes vidéos si tu l'as pas vu, je te mets un lien juste ici, pardon. Ou alors tout simplement les cryptos. Alors il y en a qui ont eu de la chance, ils sont entre bons moments, ils ont bien joué les bonnes cartes au bon moment, mais en tout cas les cryptos à l'heure d'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une personne sur deux qui est perdante sur le Bitcoin. Tout ça pour dire que les ETF, encore une fois, ça montre bien que sur le long terme, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. D'ailleurs, Bogle lui-même expliquait qu'il fallait à tout prix éviter ce qu'on appelle les allers-retours, c'est-à-dire s'amuser à acheter et vendre des actions, puisque les frais de courtage, les frais de gestion plombaient littéralement votre performance. Ça c'est vrai, hein. Il y a aucun doute là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est pour ça que, encore une fois, le DCA, vous faites votre petit passage d'ordre tous les mois, ou tous les 3 mois, ou tous les 6 mois. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo, je ne sais plus exactement où est-ce que j'ai vu ça, il y avait une comparaison entre faire un investissement une fois par an, faire un investissement 2 fois par an, donc tous les 6 mois, faire un investissement trimestriel et mensualisé, et la performance qui était un tout petit peu plus élevée que les autres, c'était l'investissement mensualisé. Alors ça se joue à rien, franchement c'était que dalle, je crois que de mémoire ça doit être 0,15%, quelque chose comme ça. Enfin tout ça pour dire que de toute façon ça ne changera pas grand chose, du moment que vous faites un investissement en DCA, ça donnera des bonnes performances si vous le faites sur le long terme. Et c'est important sur le long terme. Et il faut surtout ne pas arrêter quand ça baisse. Il faut continuer même quand ça baisse. C'est le principe du DCA. Il n'y a que comme ça que vous aurez des performances proches de l'indice. Il y a quelque chose aussi que j'ai pas dit, c'est que les ETF, ils ont une marge d'erreur. Si l'indice fait 10% l'année A et moins 8% l'année B, l'ETF peut très bien faire 11% l'année A comme 9 et inversement l'année B peut faire moins 7 comme moins 9. Donc globalement ça le suit. Après les performances ne sont pas systématiquement identiques au dixième de pourcentage près, il faut le savoir. Tout est marqué normalement dans la note qui est liée à l'ETF. Lorsque vous le sélectionnez sur le site émetteur, il y a toujours un petit PDF où il y a la composition et vous avez tout un tas d'annexes à lire. Il ne faut pas hésiter à les lire. Alors ensuite, comment on trouve un ETF? Eh ben, il y a des sites qui référencent les ETF. Après, vous avez des ETF éligibles au PEA, des ETF éligibles au compte titre. Donc je vais vous mettre des liens en description où vous pourrez avoir des listes d'ETF. Je crois qu'il y a Morningstar qui fait ça et il les classe en plus en fonction des performances que ça a eu. Enfin bref, vous avez vraiment des liens qui référencent l'ensemble des ETF. Tous les ETF sont éligibles au compte titre, mais tous les ETF ne sont pas éligibles au PEA, il faut le savoir. En France, principalement les émetteurs, ça sera Lyxor et Amundi. Donc c'est deux sociétés françaises, mais l'avantage que vous avez, c'est que par exemple, si vous passez par Amundi, vous pouvez investir sur un ETF américain, tout en bénéficiant des avantages fiscaux qu'offre le PEA. Donc ça c'est plutôt cool. Moi c'est ce que je fais, j'ai un PEA et j'ai un ETF notamment de Amundi, donc c'est le S&P 500 UCITS ETF Euro. Alors ça c'est globalement le nom de l'ETF. Généralement quand vous faites votre recherche d'ETF, il va y avoir des noms, donc il y aura toujours quasiment ETF systématiquement dans le nom de l'ETF. Ensuite le premier mot c'est l'émetteur, donc Amundi ou Lyxor dans le cas présent. Donc moi ça sera Amundi ETF
S&P 500, donc on voit bien que c'est Amundi qui met à disposition cet ETF qui agit sur l'indice du S&P 500. Ensuite, il y a écrit UCITS. Alors UCITS, c'est quoi? Bon, déjà, si on prend la définition, c'est écrit Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities. En français, ça veut dire une directive européenne visant à harmoniser le marché. Très globalement, c'est une certification européenne. Ça permet vraiment de savoir que l'outil financier est fiable et qu'il a été normalisé et certifié par un organisme de certification. Et euro, c'est que l'ETF est indexé sur l'euro. Donc globalement, il y a aussi une chose à savoir, c'est que il me semble que sur le PEA, vous ne pouvez pas acheter d'ETF qui sont indexés sur le dollar, c'est réservé au compte titre. Mais par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, ça aurait été très intéressant d'acheter un ETF indexé sur le dollar il y a quelques années, puisque le dollar commence à vraiment prendre de la valeur, en tout cas c'est l'euro qui en perd, et on se retrouve avec une parité euro-dollar, où 1 euro égale 1 dollar, alors qu'il y a quelques temps, 1 euro équivalait à 1,2 dollars par exemple. Donc on voit bien qu'on a aussi gagné de la performance si on avait acheté un ETF indexé sur le dollar, et inversement on a un petit peu perdu de performance avec un ETF indexé sur l'euro. Voilà, faut le savoir, mais bon, malgré ce petit point négatif, c'est quand même vraiment gratifiant de se dire qu'on peut acheter des actions américaines. Et d'ailleurs, on peut aussi avoir des obligations en pourcentage dans un ETF, donc c'est une bonne façon d'investir dans des obligations que d'investir au travers d'un ETF. Ça, c'est cool. Franchement, les copains, ça, je trouve ça vraiment cool. Comme tout à l'heure, et je peux vous remettre le tableau, donc on voit bien que les performances des ETF, en tout cas si on part du principe qu'on prend un ETF World, pour info, l'ETF World, c'est le MSCI World, que vous pouvez retrouver chez Amundi, Lyxor, en tout cas pour la partie PEA. Et ces ETF, au même titre que le S&P 500, fourniront normalement de très bonnes performances sur une échelle de temps, au moins de 10, 15, 20 ans. Après, moi, j'ai une échelle de temps très longue. Hein. Je me suis mis au moins 30 ans d'échelle de temps. Alors, j'ai pas mal de collègues qui me disent « Putain, mais Jérém, c'est long quand même, hein, 30 ans, 40 ans. Je dirais, mais en même temps, si tu attaques de travailler à 25 ans et que tu es à la retraite à 65 ans, ça fait 40 ans. Hein. Donc, oui, c'est long, mais moi, je prévois le long terme, tu vois. En tout cas, c'est ma stratégie. À chacun sa stratégie. Moi, ce que je sais, c'est que sur du long terme, j'ai vraiment de très fortes chances d'avoir des bonnes performances via l'ETF. Et même si les performances sont un peu moins hautes que ce qu'on a pu avoir ces 40 dernières années, elles seront normalement toujours supérieures à ce que j'aurais pu faire en sélectionnant mes propres actions. En tout cas, c'est ce que j'en pense. Je ne veux pas mettre d'ego là-dedans. Les statistiques et les tableaux le montrent. Voilà concrètement ce qu'il en est des ETF. Donc on va faire un petit récapitulatif sur les avantages et les inconvénients de ces ETF. Donc gros avantage des ETF, comme on a dit, les frais de gestion qui sont vraiment très bas. Et rappelez-vous ce que disait John Bogle, les frais de gestion ça plombe le rendement des investisseurs, et c'est vrai. Un très gros avantage des ETF, c'est qu'ils sont liquides, c'est-à-dire que vous pouvez les acheter en 3 secondes et vous pouvez les vendre en 3 secondes. Donc ça c'est vraiment très bien. Franchement c'est top, il n'y a pas de délai, c'est comme une action. Un des autres avantages, c'est que en un seul clic, en un seul ETF, une seule unité d'ETF, vous avez une diversification. Par exemple sur le S&P 500, ça veut dire ce que ça veut dire. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les 500, il me semble que de mémoire même, c'est les 504 plus grosses entreprises américaines, au même titre que le CAC 40 va sélectionner les 40 plus grosses entreprises françaises. Et l'ETF, en tout cas du S&P 500, va vous permettre d'avoir une diversification tout de suite sur un ETF. Vous avez la liste avec les pourcentages de représentation des différentes sociétés de l'ETF que vous pouvez retrouver. Par exemple, là je vous montre, si on va sur le site de Amundi et qu'on cherche un ETF du S&P 500, vous pouvez voir que dans le PDF, vous avez les informations et vous avez la répartition des entreprises. Donc un gros avantage. Par contre, il y a aussi quelques inconvénients. Bon, les inconvénients, certes, ils sont présents, ils sont logiques, vous me direz, puisque l'inconvénient, c'est que vu que l'ETF réplique un indice, en tout cas un cours, quand le cours va monter, l'ETF va monter, va prendre de la valeur. Par contre, inversement, quand le cours va tomber, quand le cours va perdre de sa valeur ou perdre en performance, l'ETF perdra également en performance. Donc forcément, même si vous faites du DCA sur un ETF qui est en baisse pendant 2 ans, vous allez certes lisser votre PRU, votre prix revenu unitaire, votre prix d'entrée. Par contre, vous n'allez pas gagner d'argent
pendant ces 2 ans, si on prend l'exemple de 2 ans de baisse. Mais il faut voir plus loin que ça, hein. Faut vraiment voir le long terme. Jusqu'à aujourd'hui, tous les marchés ont monté, ont baissé. C'est un élastique qui se tend et qui se détend. Si vous commencez à avoir peur lorsque l'ETF perd en performance et que vous arrêtez votre investissement, et encore pire que vous sortez du marché, eh ben vous allez vite vous rendre compte que vous allez tout simplement perdre de la performance et que vous allez sous-performer par rapport à l'indice de référence. Faut le savoir, j'en ai fait l'expérience. Bon, après, tu feras peut-être la tienne, hein. Mais voilà, c'est une chose à savoir. Et il y a un autre point aussi sur lequel je voulais revenir, c'est qu'on ne peut pas acheter la moitié d'un ETF. C'est soit l'ETF, comme une action, s'il coûte 30 euros, vous achetez une unité d'ETF à 30 euros. Voilà, vous passez un ordre pour un ETF. Alors évidemment, après, vous pouvez passer un ordre en achetant 200 unités, mais vous ne pouvez pas acheter la moitié d'un ETF. Il faut le savoir. Voilà globalement pour les ETF. Alors moi, ce que j'en pense, c'est que c'est vraiment parfait. Je cherchais une stratégie boursière fil rouge en parallèle de mon investissement immobilier qui me prend beaucoup de temps, et je suis tombé un petit peu par hasard sur tout ça. Je vous cache pas que avant de découvrir les ETF, en faisant les comptes tous les ans, en regardant un petit peu les performances de mon portefeuille actions, je me rendais compte que bien souvent j'étais en dessous du marché, et j'avais déjà eu l'idée d'essayer de faire un mix de mon côté, de chercher une solution pour voir si je pouvais pas avoir un outil qui me permettrait, ou en tout cas une méthode qui me permettrait d'arriver à des niveaux plutôt satisfaisants. Et c'est en lisant la biographie de Warren Buffett que je suis tombé vraiment sur ça. Il y a une page dans le livre où il explique que quand il va décéder, il va léguer une très grosse partie de sa fortune à des fondations à titre philanthropique, mais qu'il y allait avoir aussi un pourcentage qui allait être reversé à sa femme. Et par contre, il y avait un ordre sur cette gestion de patrimoine, et l'ordre c'était que ce soit investi donc chez The Vanguard Group, et notamment au travers d'un ETF du S&P 500. Parce que c'était la meilleure chose à faire pour quelqu'un qui ne fait pas, en tout cas qui n'a pas le génie de Warren Buffett ou de Peter Lynch ou de John Bogle. Et d'ailleurs, je finirai cette vidéo par une petite anecdote sur Peter Lynch, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc Peter Lynch a été un gérant de hedge fund dans les années 75-90, chez le fonds Fidelity Magellan, et ça a été un génie puisque entre 1977 et 1990, le fonds a une performance moyenne annualisée sur 13 ans de 29%. Donc ouais, t'as bien entendu, 29% par an pendant 13 ans en moyenne. C'est absolument énorme quand on sait que la moyenne du S&P 500 c'est un tout petit peu moins de 10% il me semble. Et pourtant il y a une étude très sérieuse qui a été menée sur ce fonds et qui ont montré que plus de 80% des investisseurs de ce fonds ont perdu de l'argent. Là tu me dis, il y a un truc qui colle pas, Jérém. C'est le meilleur fonds du monde, et pourtant les mecs qui perdent de l'argent, il est où le problème? Mais en fait le problème c'est que de la psychologie. C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait qu'il faut mettre sa psychologie de côté, et qu'il faut vraiment, quand tu as une stratégie long terme, il faut la respecter. En fait, ce qui se passait, c'est que dans ce fonds-là, les gens rentraient dans le fonds généralement quand ça performait, quand les années étaient bonnes, et sortaient du fonds souvent au plus mauvais moment, que les cours commençaient à tomber, que les performances étaient moins bonnes qu'auparavant. Et chose qu'il ne faut pas faire, il aurait fallu renforcer les positions pour que quand le cours remonte, bénéficier d'un prix d'entrée plutôt bas. Et en tout cas, voilà, c'était la conclusion, c'était que vraiment la psychologie c'est super important, et même quand on se retrouve avec des investisseurs, et en plus c'est pas un ou deux, c'est 80% qui se retrouvent perdants dans le meilleur fonds du monde, je pense que ça donne une certaine information sur le fait qu'il faut vraiment avoir une stratégie solide. Et pour moi, une des stratégies solides, c'est tout simplement de faire un DCA sur un ETF. Alors après, c'est pas forcément le S&P 500, ça peut être le Nasdaq, ça peut être un ETF chinois, ça peut être tout simplement le MSCI World. Enfin, chacun sa stratégie, mais en tout cas, cette stratégie, je pense qu'elle fonctionne sur le long terme. En tout cas, toutes les statistiques le prouvent. Dis-moi en commentaire, toi, comment tu vois la chose, qu'est-ce que tu en penses, et si tu fais la même stratégie que moi, n'hésite pas à poser des questions si tu as des questions, j'y répondrai. Moi, je te dis à la prochaine vidéo, qui sera basée sur la stratégie que j'utilise, et un petit peu la répartition de mon patrimoine, que ce soit immobilier, bourse, crypto, or, tu sauras tout dans la prochaine vidéo. Donc je te dis à bientôt, salut les gars!